Nour Sayem, c'est une femme d'affaires, c'est une autrice, c'est une féministe, c'est une mère de 2 enfants, 2 grands-enfants, et c'est une femme de science. L'aîné, si on le prend selon ChatGPT, c'est 52 ans, 65 ans, on commence à être aîné, statistiquement parlant. Être aîné, aussi, c'est quand on devient assez âgé pour transmettre au suivant. Être aîné, c'est la sagesse. Être aîné, c'est une bibliothèque. En Afrique d'ailleurs, un aîné, c'est une bibliothèque. À 20 ans, hein, je n'ai pas assez d'expérience pour en parler, mais à 74 ans, je peux vous dire que j'ai fait des belles choses. Il y a eu des défis. Je suis dans un train à différents arrêts. Je suis descendue, je suis remontée. J'ai eu d'autres mondes qui sont venus dans mon train. Je les ai rencontrés. Il y a eu des mauvaises rencontres. Il y a eu des défis. Les autres sont tombés, ils sont rentrés, ils sont sortis. Alors la vie, c'est comme un train. Et je continue dans ce train jusqu'à la fin. Mais là, ces dernières stations sont les meilleures. Je suis arrivée en 1967. Donc, en 2027, ça va faire 60 ans que je suis au Canada quand même. J'ai 74 ans, je l'ai eu en septembre. J'assume mon âge parce que je ne peux pas être parachutiste pour le moment. Je n'oserais pas faire ça. Il y a des patins que j'ai accrochés dans certains cas, mais j'ai une capacité quand même physique, une capacité de mon cerveau qui est très, très bien allumée. J'ai le sens du discernement, ce qui fait que j'ai pas peur de mon âge à 74 ans. C'est sûr que quand je descends du lit, des fois, ça prend un certain temps pour se remettre debout puis de marcher, mais ça fait partie du vieillissement et il faut l'accepter. Je suis, mon Dieu, ce n'est plus Eros. Mon Dieu, c'est Athos. Le féminisme est très large. C'est comme dire qu'on est francophone. C'est comme si on dit qu'on est arabophone. Il y a différentes tendances, il y a différentes tendances, il y a différentes modes, mais c'est le respect de la femme, où elle est, dans toute son entité, dans toute sa personnalité. Et dans un pays, quand le féminisme est respecté, je dirais qu'il y a de la démocratie et le pays est libre. Je suis née dans une famille où ma mère était féministe dans les années 50. Ma mère, elle est avocate. Elle a fait son cours de droit après 4 enfants. Et elle a obtenu son diplôme dans les années 62, 63. Et ma mère, c'est elle qui m'a montré le chemin du féminisme. Donc, en Syrie, il y avait des féministes et il y a des féministes de toutes les époques qui se sont levées contre le colonialisme, par exemple. Ici, nous n'avions pas des femmes qui se levaient contre le colonialisme. On se levait contre l'emprise du duplessisme, la période noire du Québec, contre certaines traditions, le conservatisme. Donc, c'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde qu'on parle. Mais la femme, comme je vous dis, aussitôt qu'elle voit quelque chose qui ne va pas, elle se lève. C'est ça qui est merveilleux. Oh que oui, depuis mon jeune âge, elle me disait, tu ne dépendras pas financièrement d'un homme. Tu vas étudier. Et surtout après notre
indépendance de la France, nos parents nous ont préparés pour prendre la relève du pays en se disant, on va les éduquer pour qu'ils prennent les rênes de ce pays-là et qu'on va leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles réussissent, à femmes ou hommes. Et c'est comme ça, moi, je suis née dans une famille très, très aisée. Mon grand-père, Sami, était propriétaire d'une usine en 1959. Le chiffre d'affaires était de 20 millions de dollars. Alors, imaginez-vous le faste dans lequel je suis née. Et ma mère, elle était devant tout le monde. On l'appelait quasiment communiste parce qu'elle était féministe. Alors, moi, je suis née dans un milieu favorisé. Ça a été un avantage qui m'a donné tous les ressorts dans ma vie pour rebondir quand j'avais des difficultés dans la vie. Je peux vous dire que quand je suis arrivée ici, j'étais une princesse et le milieu ici, c'était pas ça. Ici, tu te débrouilles, tu pètes de la neige, tu fais la cuisine, tu fasses le balai, tu as des tâches ménagères que je n'ai jamais fait. Parce que dans notre culture, là-bas, il y a toujours des personnes qui travaillent pour nous. J'avais jamais connu ça. J'étais une femme enjouée. J'avais quoi, 15 ans quand je suis arrivée quand même, là. Là, j'arrive à une dure réalité parce que mes parents ont tout perdu à cause de la guerre. On nous a tout pris. On a été les familles étatisées qu'on appelle par les troubles politiques. Et on est arrivé ici pas favorisé du tout, où l'argent comptait beaucoup. Il n'y avait rien. On était redevenus des nouveaux pauvres. Avant ça, c'était des nouveaux riches, mais là, nous étions des nouveaux pauvres. Et toutes les richesses qu'on avait, il fallait qu'on perde les plumes et qu'on repousse avec la résilience de mes parents et moi et ma famille et toutes mes sœurs et mes frères. Je crois que les femmes qui sont arrivées un peu tard dans le mouvement féministe. Parce que le mouvement féministe a commencé dans les années 60. C'est là où il y a eu la Révolution tranquille, selon l'histoire du Québec. Je parle du Québec, je ne parle pas du Canada. Mais c'est dans les années 60 que les femmes, comme Madame Azilda Marchand, qui a fondé la FEAZ à laquelle moi j'appartiens, elle a été une des pionnières. Il y a Madame Casgrain, il y a Madame Saint-Jean. Toutes ces suffragettes-là, ils se sont battus pour la cause féministe. Mais nous, les immigrantes, on est arrivés un peu en retard pour pouvoir se battre contre une situation qu'on comprenait peut-être pas dans le temps. Alors, il y a des féministes certainement immigrantes, mais ça commence à pousser. Et je pense que je fais partie de ces suffragettes immigrantes qui va pousser à aller plus loin l'influence des femmes immigrantes dans ce domaine-là. Dans mon association à la FEAZ, 20% des membres, elles viennent de l'immigration. Et c'est toutes des féministes. Alors, c'est des féministes en herbe ou elles sont des vraies féministes depuis longtemps. Alors, des Syriennes, des Tunisiennes, des Camerounaises, des Haïtiennes, des gens de l'île, des filles de l'île Maurice. Alors, 20% de la diversité dans la FEAZ, chez moi, à l'Ancienne-Lorraine. Il y a eu une avancée spectaculaire au Québec. Spectaculaire, je peux vous dire. Le droit de vote a été en 1916 était au Canada, 1940 au Québec. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que l'Église avait une certaine emprise. Le droit de la femme de porter son nom, le droit de la femme à l'avortement. Il y a eu beaucoup d'avancées. D'ailleurs, les universités sont pleines maintenant de femmes
qui sont soit en médecine, soit en génie, soit... C'est sûr qu'il y a encore de quoi faire pour aller dans les sciences pures, les mathématiques, le génie en astrophysique, mais on a fait des bons incroyables. Et ce que j'aime au Québec, vous marchez n'importe quelle heure, vous avez la sécurité. La femme est en sécurité. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on essaye de garder nos acquis parce qu'on a des pressions d'extrême droite qui essayent de nous amener vers l'ancien système, que ce soit le mouvement masculiniste, que ce soit les extrêmes droites de notre ami du Sud, que je nommerai pas, que ce soit les mouvements de la droite en Europe, il y a comme un mouvement antiféministe qui accuse les femmes de détruire la Terre, que c'est à cause d'elles qu'on est rendu à ce point-là. Alors, cette menace-là, nous, on essaye de défendre tout simplement les acquis que nous avons eus, que ce soit la violence conjugale. Ici, au Québec, c'est incroyable, 25 féminicides qui sont arrivés. C'est quand même pas normal. On commence à ce moment-là à sensibiliser les gens. Je pense que la femme s'est levée quand même, hein? Même pendant la guerre civile. Les femmes syriennes se sont levées pour la paix. Les femmes syriennes, il y a énormément de féministes qu'on ne connaît pas, mais qui sont là, mais qui ont travaillé, que ce soit dans tout le monde arabe. Les femmes arabes se sont levées. J'ai juste quelques noms à vous nommer. Là. Je les ai appris dernièrement. Souraya El-Mohafiz. Il y a aussi Nazik Albi. Il y a aussi Mariana Marash, dès 1870. Donc, on a des mouvements en Syrie. Et la Syrie est régie par deux lois. La loi de Napoléon et la loi islamique. Donc, la colonisation française a laissé des traces. Elle a eu une mauvaise influence, mais elle a donné aussi quelque chose de la France. On ne s'appelle pas République pour rien. Nous ne sommes pas un royaume. Donc, il y avait un genre de liberté, société, tout ça. Ça existe aussi en Syrie. Moi, j'ai connu toujours la Syrie comme étant un pays libre pour les femmes. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est parce que je n'ai pas vécu pendant 50 ans, mais j'ai fait quelque chose il y a à peu près 5 ans. J'ai accueilli les réfugiés syriennes qui sont venus de la guerre et j'ai fait une OSBL qui s'appelle Aliments Ensemble pour les intégrer, pour les adapter au pays en faisant une cuisine centrale. Et ça a été tout un cheminement pour moi pour m'apercevoir jusqu'à quel point que ces femmes-là ne sont pas comme moi. Elles sont plutôt très religieuses. Elles se sont accrochées à la religion d'une façon quasiment fanatique. Que si tu portes pas le voile, t'es rien, là. Tu t'es pas musulmane. On m'accusait d'être chrétienne alors que je suis purement musulmane et je fais mes pratiques comme... Je suis profondément croyante. Mais j'ai vu en 50 ans comment que la femme a évolué. Au lieu d'avancer, elle a reculé un petit peu avec les guerres, avec les pertes par-dessus pertes, par-dessus pertes. C'est sûr que c'est pas juste les femmes qui ont perdu, les hommes aussi. La liberté des hommes a été matraquée aussi. Donc, hommes, femmes, pour moi, dans ce pays-là, étaient massacrés. Et combien de prisonniers qui ont été en Syrie avant qu'il y ait eu le changement de régime en novembre-décembre, qu'on ne sait pas encore
quelle est la tendance. Alors, moi, je dirais pas seulement les femmes, les hommes aussi ont souffert. La guerre, c'est la guerre. Hein? Au Québec, il y a toujours le mouvement qui résiste. On est un pays de paix. On est un pays en paix. Donc, et de liberté. Incroyable. C'est extrêmement incroyable la liberté ici. Vous voyez des personnes de toutes les sortes, là, des rouges, des blancs, les cheveux teints, les cheveux ci, les cheveux... Vous êtes libre. Vous êtes absolument libre. Mais respecte la loi. Traverse pas une lumière rouge, hein? Tu vas avoir une étiquette. Alors, je baigne dans un pays formidable, le Canada, et je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau. Je me sens mes racines du figuier, mais mes feuilles seront de l'érable. Et j'ai fait des figues à l'érable comme enfant. J'ai fait un bac en biologie moléculaire, une maîtrise en chimie appliquée à l'alimentation à l'UQAM, ici à l'Université du Québec. Je me suis mariée, je suis montée au Lac-Saint-Jean. J'ai accouché d'un bleuet. Un bleuet, ça veut dire un bébé qui est né au Lac-Saint-Jean, parce qu'on fait pousser le bleuet là-bas. Et je suis revenue à Québec à cause que mon mari a décidé de changer de place. Et là, j'ai essayé de me placer dans ces déménagements-là, j'ai pas été capable. Bref, j'ai dit, je vais retourner aux études et je vais faire mon doctorat après 5 ans d'arrêt où j'ai élevé mes enfants. J'ai fait du travail invisible, qu'on appelle. Et là, je suis retournée à l'Université Laval. J'étais femme, j'étais musulmane, j'étais arabe, immigrante et en plus, maman qui est restée 5 ans à la maison. Et là, madame voulait faire son doctorat. J'ai étudié pendant 1 an pour me préparer à l'examen du doctorat. J'arrive à l'examen du doctorat, il y avait 11 professeurs mâles. Il n'y avait qu'une femme. Elle qui en a arraché, qu'elle ne voulait pas non plus m'aider. Et là, on m'a posé des questions qui n'avaient rien à voir avec ma thèse. J'ai glissé. Je suis sortie et j'ai attendu mon résultat. On m'a dit, vous ne passerez pas. Il y a un professeur qui m'a dit, comment ça se fait? Vous avez des enfants, vous, un enfant de... Vous êtes resté 5 ans à la maison, puis là, vous voulez faire un doctorat? Je suis sortie, puis un professeur est sorti, puis il m'a dit, bon, suite à notre réunion, on va vous laisser une chance de faire une reprise. Et pendant 1 mois, j'avais des bas et j'ai rien fait que d'étudier. Ils m'ont donné 2 livres à étudier pour me préparer. 1 mois plus tard, je suis arrivée et il y avait 9 professeurs, 10 professeurs qui m'ont donné un cahier de questions chacun. Et j'ai passé de 9 heures à 4 heures à passer l'examen écrit. J'avais un professeur qui me surveillait pour que personne ne me chuchote quoi que ce soit. J'ai déposé les cahiers et suite à ça, j'ai attendu mes résultats. Les professeurs étaient partis en vacances. J'ai attendu jusqu'en septembre. L'examen était en juin. 3 mois, mon directeur de thèse me dit, viens. J'ai dit non, je peux pas, j'ai pas les résultats. Et c'est en septembre que j'ai reçu mon résultat. J'ai obtenu 80%. C'était pas fini. Il fallait que j'étudie avec 2 enfants à la maison, que je fasse j'amenais mes enfants au laboratoire, même si c'était dangereux, je faisais ça. Et finalement, j'ai déposé ma thèse. Et en déposant ma thèse, là, j'ai dit, ça y est, ils vont me couler encore. Comme par hasard, je dépose ma thèse, je la défends. J'étais tellement nerveuse, j'ai dit, ils vont me couler, ils vont me couler. J'ai coupé mes cheveux courts comme un homme. Et puis là, à la fin de ma thèse, ma défense, mon directeur de thèse de la maîtrise était invité. Et c'est lui qui s'est levé et dit, félicitations, madame, vous êtes la première femme docteur de la faculté de l'agriculture. Alors ça, là, comme femme de science, mon parcours que je devienne une immigrante,
avec toutes mes blessures, si vous voulez, mes désavantages, j'arrivais première à la faculté de l'agriculture en doctorat. Et ça, c'est pas pour moi, mais c'est pour la bataille de dire que la femme a fait quelque chose. Je suis tellement fière de ce succès-là. Et entre-temps, je peux vous dire, c'est mon mari qui est là, qui était professeur à l'examen. Et c'est lui qui s'est levé et qui est féministe. Il a dit, vous n'avez pas le droit de la faire couler, il faudrait lui faire passer un examen. Et si ce n'était pas de lui, j'aurais pas eu mon doctorat, pas à cause que je n'ai pas étudié, mais il m'a défendu. Puis on n'avait aucune relation, là. C'était vraiment pas... c'était pas ça, du tout, du tout. Bien sûr, on travaille en équipe et puis je vous dis pas que tous les hommes sont des alliés et c'est pas tous les hommes sont des mauvais, là. Il faut pas toutes les mettre dans le même panier. C'est la même chose pour les femmes, hein? Justement, à la FEAS, nous avons beaucoup d'activités. J'en ai pas parlé assez de la FEAS. Je fais partie, étant donné que je suis supposée à la retraite, mais je suis pas à la retraite. C'est un mot qui doit pas se dire et ça n'a pas de sens, retraite. Retraite, c'est qu'on te met à droite, là, puis on te met dans une cage, là, puis tu vaux rien. Alors que moi, j'ai décidé de marcher dans le trafic. Je m'occupe de la FEAS et je m'occupe aussi des jeunes entrepreneurs. Étant donné que je suis une femme entrepreneur, j'ai eu 3 entreprises en passant. Immigrants, d'origine immigrant, pour les être mentor avec eux. Et je fais partie du conseil d'administration de Sage Mentorat d'affaires. Et on essaie d'encourager les femmes d'affaires à être là, sur le conseil et sur le mentorat. Alors, on commence à avoir de plus en plus de femmes mentors vis-à-vis les mentorés, les jeunes pousses. Donc, pour moi, c'est une mission pour aider ce que je sais de l'entrepreneuriat, ça c'est un autre côté de mon cerveau, pour donner. Et deuxième chose, la sensibilisation et l'éducation. On a fait une alliance avec la Maison des jeunes à l'ancienne Lorette. Il y a 100 membres jeunes au secondaire. Et là, on va chez eux, puis on donne des cours de sensibilisation. Donc, on est toujours en contact avec les jeunes. Donc, j'ai adopté 100 jeunes dans ma vie. Et là, quand on me voit à l'épicerie, on me dit « Hey, grand-maman! » Je suis leur grand-mère maintenant. Les gens à la FEAS sont spéciales, hein? Les femmes sont spéciales. Elles ont des valeurs, ces femmes-là. C'est pour ça que j'ai adhéré. La FEAS, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, elle a été constituée en 1966 par Madame Azilda Marchand, une dame extraordinaire, et c'était la fusion de 2 associations. Et c'est originaire des régions et non pas en ville. Parce que les femmes en région, c'était des fermières. Donc, c'est né de la fusion de l'Union catholique des femmes rurales et l'Union de comités d'éducation, un autre conseil des femmes. Ils se sont unis et ils ont eu à faire la FEAS en 1966. Et l'origine de la FEAS, c'est toujours les femmes rurales pour aider premièrement la femme agricole. Parce que ça fait encore partie de nos cordes. C'est que la femme en agriculture, souvent, elle travaille et elle n'est pas payée parce que pour soutenir son mari. Alors, au lieu de tricoter, au lieu de faire des choses manuelles, nous, à la FEAS, on l'a dirigée vers le savoir, vers les diplômes, vers l'ouverture d'esprit. Et il y a eu le rapport Parent. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport Parent dans les années 60. C'est lui qui l'a rendu l'éducation démocratique à tout le monde. Avant ça, c'était juste des élites.
Imaginez-vous, en 1960, 70, c'était juste des femmes de 14 ans, obligatoire de pouvoir y aller à l'école. Après ça, ils ont élargi puis monté. Ça fait pas longtemps. Moi, j'ai fait mon doctorat en étant la première femme docteur, c'était en 85. Ça fait pas longtemps non plus, là. Donc, ça avance bien vite à cause des lois. On a quand même un gouvernement démocratique qui nous écoute et il y a plusieurs forces politiques, il y a plusieurs partis politiques. Nous, on est apolitique. Tout ce que nous faisons, nous ramassons tout ce que les localités demandent et on le soumet aux politiciens et on gagne des points. Beaucoup. J'ai même apporté un livre ici sur l'histoire des femmes à la FEAS. Puis dans ce livre-là, on fêtait le 25e. Et depuis 25 ans, il s'en est passé des choses, hein? Puis là, on fête le 60e. On devrait être en équipe tout le temps. Même dans ma petite cellule, on est une équipe. Mon mari, il fait partie de mon équipe. On vit en équipe. Ça se peut que ça soit deux femmes ensemble, deux hommes ensemble. En tout cas, il y a de la fraternité, il y a de la sororité aussi, qui est très, très importante dans notre mouvement. Et la sororité fait partie de notre ADN. Il y a trois branches, si vous voulez, dans notre ADN pour être à la FEAS. Battante. Ça, c'est la première chose. Pour être battante. Deuxième chose, sage. Et troisième chose, prendre soin. Ça, c'est les trois choses de la FEAS. Ça, c'est notre ADN. Et je l'ai fait analyser par un spécialiste comme tel. Et tout travail d'équipe est reconnu. Alors, si j'ai un homme avec moi et on ouvre les portes pour les hommes de devenir membres de la FEAD, et ils sont membres de soutien, puis ils commencent à en avoir. C'est vrai que c'est un petit peu plus lent, mais on a besoin des hommes. Ils sont pas... on est complémentaires. Et c'est très important d'être en équipe. Alors moi, je me sens comme un soldat de la paix et mes futures générations doivent devenir des soldats de la paix et non pas des femmes révoltées. Ça donne rien, la révolte. Il faut savoir comment marcher avec les gens sans avoir un couteau dans les mains. La paix. Je regarde tous les pays en guerre et ça me fait vraiment de la peine. Et je rêve à la paix.